Tous les fans de la maison Hermès auront en connaissance les différentes garnitures, hardware, autrement appelées fermoirs, bijouterie, que peuvent proposer la maison sur leur sac à main, et notamment ceux en diamant. Une petite touche de bling bling sur votre Birkin. Mais si on allait plus loin en transformant votre sac iconique préféré en bijoux d'or et de diamants? Sachez que cela est déjà fait et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Awa et je vous partage ma passion sur la maroquinerie principalement. Aujourd'hui, on s'écarte un peu du sujet puisqu'on va ramener la joaillerie dans la thématique de cette vidéo. Installez-vous et contemplez. Pour revenir rapidement sur les garnitures des sacs Hermès, sur les fermoirs jusqu'aux années 50, ils étaient en argent massif ou en vermeil. Les hardware en vermeil sont composés à 100% d'argent 925 recouvert d'or. Et pour avoir l'appellation vermeil, il y a une condition fondamentale, notamment celle de l'épaisseur de la couche d'or. À savoir que l'épaisseur de la couche d'or est représentée en microns. Et en France, pour avoir cette appellation, il faut que la couche d'or représente 5 microns minimum, tandis que le plaqué or doit, lui, représenter 3 microns. Et le plaqué or, contrairement au vermeil, peut être composé d'un métal commun, généralement du laiton ou du cuivre. Aujourd'hui, chez Hermès, vous retrouverez principalement des plaqués palladium ou 18 carats et pour quelques commandes d'exception, du 24 carats. Vous aurez aussi dans le catalogue de l'or brossé ou du palladium brossé sur les fermoirs et hardware présents sur nos sacs préférés. Cette finition donne un petit côté plus mat à la bijouterie, un poil plus discret à mon goût, mais apparemment, ces finitions auraient tendance un peu plus à se rayer que les versions classiques. Pour vous citer encore quelques finitions qui sont disponibles aujourd'hui, vous avez la Permabrass. C'est une teinte un petit peu champagne qui se situe entre l'argent et le doré, c'est assez mixte. Bien entendu, la finition or rose aussi est disponible. Ou encore la finition Guilloché qui propose une finition palladium avec des petites gravures qui représentent des petits diamants. Mais si on veut se rapprocher du thème de la vidéo, il faut parler forcément de la finition en diamant plaqué or 18 carats que nous propose la maison Hermès. Cette finition est principalement associée aux peaux exotiques que possède la maison. Ces versions sont assez rares et généralement proposées aux VIP de la maison, et lorsqu'ils sont revendus aux enchères, les prix sont affolants. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique avec le nouveau sac de Nabila pour un de ses anniversaires, où elle possédait l'Himalaya, et là c'était plus par rapport à la peau d'exception, le sien n'était pas serti de diamant si je me souviens bien, mais cette version existe, sous le nom de Birkin Diamant Himalaya. Elle est dotée d'une quincaillerie impressionnante en or blanc 18 carats, incrustée de 200 diamants pour un total de 8,2 carats. D'ailleurs, un Birkin Diamant Himalaya s'est vendu cette année, en 2022, aux enchères pour 500 000 $. Rien que ça. Mais ce n'est rien face au sac bijoux que la maison Hermès a pu proposer au cours de collaborations, notamment avec des joailliers. Et une collaboration qui dure et qui est sans limite, c'est celle avec le joaillier Pierre Hardy. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le directeur de la création joaillerie de la maison Hermès. Ce sont des années de confiance et de collaboration avec Pierre Hardy puisque celui-ci travaille avec la maison Hermès premièrement pour dessiner des chaussures depuis 1990 et il me semble qu'en tant que joaillier depuis 2001. C'est tout naturellement que Hermès a pris une participation minoritaire à la maison Pierre Hardy en 2016. Et cette collaboration a participé à créer les sacs les plus chers au monde. Voyons ensemble le résultat de ces sacs bijoux et pour moi, l'âge d'or, sans mauvais jeu de mots, de cette collaboration extravagante se déroulera lors de la collection Haute Joaillerie. Ce sont 12 sacs qui sont certes classés dans les sacs les plus chers du monde qui seront produits. 4 modèles iconiques de la maison vont être revisités et pensés comme des bijoux en version miniature et tout ça bien avant la mode des micro-sacs. Chacun de ces 4 modèles seront produits seulement en 3 exemplaires. Personnellement, j'aime bien le contexte historique et puis la vidéo serait fade sans cela. Il va falloir rapidement aller sur le contexte du symbole de la chaîne d'encre pour comprendre ce sac. Hermès aime les lignes épurées, aime les lignes simples, détourner des codes, souvent utiliser des éléments peu estimés pour les rendre exceptionnels. C'est principalement le milieu équestre qui a inspiré la maison Hermès, tout le monde le sait, mais la chaîne d'encre, c'est plutôt l'univers marin. C'est Robert Dumas, encore et toujours, qui repère la singularité et l'enchevêtrement des maillons d'une chaîne relayant un bateau à son ancre,
lors d'un petit séjour en Normandie. L'idée du mythique bracelet chaîne d'encre fuse un petit peu dans son esprit. Cette chaîne de bateau devra être transformée en bijou. Seulement, à l'époque, personne ne souhaitait reproduire sa pensée. Aucun joaillier n'était d'accord pour le suivre, tout simplement parce que la matière était de l'argent. À l'époque, on ne jurait que par l'or ou le platine, mais finalement, Gaëtan de Persin, dont sa maison a été rachetée et aujourd'hui on peut avoir des pièces de ce joaillier vendues en seconde main avec sa signature, a accepté de travailler ce métal considéré un peu comme folklorique pour son temps. En 1938 apparaîtra donc le bracelet chaîne d'encre et deviendra, comme vous le savez, un iconique de la maison. Ce symbole se déclinera sur beaucoup de pièces, des montres, des foulards, un peu partout, vous pouvez le retrouver. Au point où, en 1970, la maison aurait déposé ce symbole comme une signature à part entière de la maison, lui donnant la possession de ce symbole. Mais maintenant, imaginez un sac entièrement de chaînes d'encre. Et oui, Pierre Hardy nous a proposé toute une collection. Et pour lui, ce symbole est un point d'ancrage créatif permanent. Pour rappel, il existe seulement 3 exemplaires de ce sac, ce qui en fait un objet de collection très précieux et il serait estimé à 2 millions de dollars. Ce sac est orné, ou plutôt composé, de 11 303 diamants, totalisant 86,24 carats, et la structure serait en or blanc. Alors je ne sais pas comment on peut porter ou on peut mettre ce sac. Je pense qu'il doit être extrêmement lourd. Imaginez y glisser un rouge à lèvres, il tombe. Il y a très peu de photos de ce sac, mais c'est plus une œuvre d'art qu'autre chose. C'est un symbole emblématique dans son apparat le plus luxueux. Bref, un fourre-tout qui fout rien à part du rêve. Le Narsika est un hobo qui remonte aux années 60. Pour la version d'Hardy, c'est un sac qui mesure 15 cm avec une poignée. Je ne sais pas si les 15 cm comprend la poignée ou pas. En tout cas, c'est un micro-bag et il est composé d'or rose clouté et dégoulinant de 1811 diamants. C'était un emblématique de la maison, seulement j'arrive pas à trouver d'image de ce sac, à quoi il ressemblait aujourd'hui sur internet. Il a clairement disparu, vous tapez Narsika sur Google, vous trouvez principalement des bijoux actuels qui reprend un petit peu le même design qu'on peut retrouver sur le sac. Et notamment le design de la poignée. C'est vraiment triste et j'ai eu beaucoup de difficultés à faire cette vidéo par rapport au manque d'informations, aux informations erronées qu'il fallait sourcer. Et là, clairement, on n'a pas le sac d'origine pour comparer. En tout cas, pour cette version miniature, il a cet effet côte de maille dorée, très aérien, avec des franges qui se terminent avec des petits diamants, qui, à mon avis, brilleront à chaque mouvement. On va revenir à un iconique qui est toujours d'actualité, qui est pour moi le plus beau des 4 présentés dans cette collection. C'est le sac Kelly Rose Gold Crocodile. Ce sac Kelly est fabriqué en or rose massif, parsemé d'un total de 1160 diamants pour un total de 33,94 carats. C'est surtout 1200 heures de travail pour confectionner ce sac. Ce sac est un sac bracelet, je m'explique. Il peut être porté de façon conventionnelle au poignet, ou on peut détacher aussi la poignée pour qu'il se transforme en un bijou, en une sorte de jonc. Comme vous avez dû le remarquer, la peau d'or en crocodile, c'est de l'or rose qui a été sculpté pour imiter la peau de l'animal. Et la fermeture à rabat fonctionne réellement, c'est réellement un sac que vous pouvez ouvrir, vous pouvez y contenir vraiment que des petits éléments. Je n'ai pas cette dimension, mais je sais qu'une paire de lunettes ne rentre pas à l'intérieur. Et pour finir, aujourd'hui, il est estimé à 1,5 million d'euros. Je le trouve magnifique, c'est une réussite. Vraiment un très très beau bijou et pour le coup, j'ai de l'or dans les yeux. Et maintenant, imaginez qu'on reproduit la même chose sur un Birkin. Oui, oui. Mais cette fois, tout de diamants. Oui, oui. C'est le 4e sac de cette collection haute joaillerie. Ce sac est en or blanc et or rose avec 2712 diamants pour un total de 89,22 carats. Il est aussi exceptionnel, complètement dingue. Là, vous retrouvez 2 poignets. Je ne sais pas s'ils peuvent se transformer en bijoux. Il y a vraiment très très peu d'informations.
Sincèrement, s'il y a des erreurs dans ma vidéo, je m'en excuse parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'incohérences sur ce qu'on trouve aujourd'hui en termes d'informations sur Internet. Les articles se recopient, mélangent les photos. Ils vont mettre les informations du Kelly sur une photo du Birkin. C'était très long de faire cette vidéo et de trouver les bonnes informations. Et parfois, il n'y en avait pas. Il y a peu de photos. Donc, excusez-moi s'il y a une ou deux coquilles dans cette vidéo. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Bon, en tout cas, c'est un sac magnifique, exceptionnel, compliqué à mettre dans la rue, mais ça fait rêver. Et si je vous disais qu'ils ont remis une couche lors de la collection Kelly Morph, ouais, c'est une collection Kelly Morph qu'on pouvait découvrir lors de l'exposition à la boutique Faubourg Saint-Honoré, où le principe était de décliner les signes emblématiques du Kelly sur des bijoux. Et à cette occasion, certains sacs de la collection Haute Joaillerie ont été réédités, donc en 2011. On a pu voir un back to life comme le désigne Pierre Hardy, en présentant le Birkin, mais cette fois en or et en spinel. 263 spinels noirs, pour un total de 111,51 carats. Pour un petit aparté, le spinel est une espèce de minéral de la famille des oxydes magnésium et aluminium. C'est une pierre fine, pourpre la plupart du temps, mais on l'a souvent confondu avec le saphir, mais il existe d'autres couleurs de cette pierre, du bleu, du vert ou encore noir, comme sur ce sac. Elle serait aussi considérée comme une pierre de protection qui chasse les ondes négatives et apaiserait les rêves. Je ne suis pas adepte de ce type de philosophie, mais si vous êtes des connaisseurs dans le domaine, n'hésitez pas à partager votre savoir sur cette pierre en commentaire. Et c'est toujours intéressant d'apprendre de nouveaux trucs. Pour revenir au sac, il est associé avec de l'or rose. Personnellement, je trouve qu'avec le moulage croco, ça match hyper bien. C'est vraiment une pièce d'exception. Cette réédition ne manque vraiment pas de charme. Forcément, cette collection s'appelait Kelly Morph, donc c'est tout naturellement que le Kelly a été encore lui aussi réédité et revisité. On a pu le voir apparaître avec une composition argentée, sûrement en argent parce qu'il n'y a pas d'informations sur ce sac, et le corps est composé d'une sorte de cotte de maille, elle aussi argentée. En le voyant, il me fait penser à un sac qu'on a pu voir au bras de certaines célébrités. C'est un sac qu'on retrouve aujourd'hui en vente en vintage, complètement en argent sterling. Il y a une bandoulière chaîne d'encre qui est amovible. Je vous ai trouvé sur YouTube d'ailleurs une vidéo de présentation de ce sac. Si vous souhaitez aller la voir, elle est en barre d'infos. Personnellement, je suis pas du tout fan. Je le trouve très froid, très lourd. Je préfère vraiment celui de la collection Kelly Morph avec ce côté maille. Et j'étais tombée d'ailleurs sur une annonce de ce sac un peu vintage qui peut avoir des rayures. Il était vendu à 350 000 $. Et j'ai pu constater qu'il y avait deux versions, soit le fermoir qu'on connaît aujourd'hui, soit avec un fermoir boule. Donc c'est beaucoup plus vintage avec le côté fermoir boule. Petite info, petite observation. Et pour continuer dans la collection Kelly Morph, forcément le Kelly a été revisité lui aussi en bijoux. Toujours avec de l'or rose, mais cette fois avec des saphirs roses. C'est le même design que la première fois, il y a vraiment peu d'informations sur ce sac et je suis peinée parce qu'il a un côté très girly. Cependant, on peut en déduire qu'il reprend les mêmes caractéristiques que celui de 2001. C'est juste la finition des diamants qui passe en saphir rose. Il est vraiment luxe girly, vous trouvez pas? On va terminer avec le sac Ginza Tanaka. Et qu'est-ce qu'il a été aussi compliqué de trouver des informations cohérentes par rapport à ce sac? C'est l'un des sacs, les Birkin, les plus chers au monde, même si je ne vois pas la source Birkin dans tout ça. Il est fabriqué à la main en un seul exemplaire. C'est un sac qui est apparu en 2018 en collaboration avec... Alors là, selon les articles, tout se mélange. Un designer, une célèbre designer qui n'est nulle part sur Google, aucune information. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne l'ai trouvée nulle part.
Sérieusement, les journalistes, relisez un petit peu vos dépêches et arrêtez de faire du copier-coller. Je suis allée chercher un petit peu les informations que je pouvais trouver et je suis tombée sur un site japonais, notamment celui du groupe Tanaka. Le groupe Tanaka Kinzizuo a été fondé en 1885. C'est un fabricant japonais en matériaux principalement en métal précieux qui produit énormément pour l'industrie électronique, des semi-conducteurs ou encore de l'automobile. Mais le groupe a aussi fondé en 1892 une entité dédiée à la joaillerie et à la production de ces métaux précieux pour la joaillerie. Quand je suis tombée sur le site dédié, forcément c'était en japonais. Heureusement que l'UX design est assez commun au niveau mondial. Il y a des réflexes qui se reprennent même si certains usages n'étaient pas les mêmes. J'ai utilisé Google Trad et en fait vous pouvez acheter des plaquettes d'or, et vous avez un onglet qui vous redirige vers Ginga Tanaka. Et là, c'est une bijouterie. Vous avez des produits finis, composés de beaux colliers. Donc, conclusion, pour moi, ce n'est pas un designer, une personne physique, mais une entité, un groupe, une entreprise qui est en partenariat pour la création de ce sac. Pour moi, ça serait une association comme Cartier, sauf que là, ils produisent aussi les matériaux qu'ils utilisent. La réputation de Tanaka est vraiment très reconnue dans ce savoir-faire, mais il n'y a pas de designer de ce nom. Pour revenir au sac, son corps est entièrement en platine avec 2000 diamants incrustés qui donnent l'apparence de gouttelettes d'eau jonchant le côté du sac. La sangle du sac a un diamant de 8 carats qui est composé en forme de poire. Et il peut se détacher pour le porter soit en collier, soit en bracelet. Dans cette utilisation, vous pouvez donc utiliser le sac en pochette. Par conséquent, si vous avez 1,9 million de dollars, vous pouvez le dépenser dans ce sac Birkin des plus onéreux. Ce qui a pu être créé en termes de partenariat et de collaboration avec le milieu de la joaillerie. Pour ma part, c'est plutôt le Kelly et le Birkin qui m'ont fait rêver. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez pris du plaisir à contempler ces petites merveilles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye!